Canada, on est parmi la minorité de pays qui imposent une obligation aux entreprises en vertu du droit pénal. C'est-à-dire, ils sont assujettis à l'ensemble du droit pénal, tout comme une personne physique, avec tous les ajustements qui s'imposent, bien sûr. Mais a priori, il n'y a rien qui empêche de déposer un chef d'accusation contre une organisation, tout comme une personne physique. Mais en réalité, il y a bien sûr un sous-groupe d'infractions qui sont plus particulièrement ciblées. Au Canada, notre méthode d'imposer le droit pénal aux entreprises est une méthode qu'on va appeler, grosso modo, d'imputation. C'est-à-dire, on va devoir se servir largement de personnes physiques pour pouvoir alimenter l'analyse traditionnelle des éléments de l'infraction. Dans ce contexte-là, le Code criminel fait une distinction entre deux sortes d'infractions. Alors, on distingue entre la faute de négligence et la faute autre que négligence, qui inclut la famille des différentes fautes, donc l'insouciance, l'intention, la connaissance et la petite cousine de la connaissance, l'aveuglement volontaire. La négligence pénale correspond à une faute qui est essentiellement une négligence grossière. C'est un écart marqué avec ce que la personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. Malheureusement, en droit canadien, on a une petite nuance de plus à ajouter. Et pour l'infraction précise de négligence criminelle, qui est une infraction particulière à l'article 219, 220, 221 du Code criminel, il faut un écart marqué et important. Il est possible d'utiliser plus qu'une personne pour prouver l'infraction. D'abord, on peut utiliser des personnes de n'importe quel niveau pour l'actus reus. Ça peut être un employé, ça peut être un contracteur, un entrepreneur, quelqu'un qui fait quelque chose au nom de l'entreprise. Et pour la faute, on peut utiliser un ou plusieurs cadres pour prouver la faute. Soit il y a un cadre qui a agi de manière négligente et qui n'a pas utilisé la prudence et diligence nécessaires, ou encore c'est les cadres pris collectivement. Malheureusement, la jurisprudence ne nous a pas donné encore des explications sur le sens de ce mot « collectivement ». Est-ce que ça veut dire vraiment tous les cadres de l'entreprise? Toujours. Donc, il faut toujours considérer l'ensemble des cadres. Ou est-ce qu'il est possible d'envisager un sous-groupe? Ensuite, vous avez les infractions qui demandent une faute supérieure à la négligence pénale. Cette faute supérieure, bon, le premier niveau, c'est l'insouciance. Et ça, c'est l'idée de prendre conscience du risque. Et là, on parle de l'accusé lui-même. On ne le compare pas avec la personne raisonnable. Il était conscient du risque et il s'en foutait. Alors, il dit, oui, je sais qu'une personne pourrait mourir, mais je vais continuer à poursuivre avec mon geste. Ça, c'est l'insouciance. Ensuite, vous avez l'intention. Et dans ce contexte-là, on dit non seulement la personne doit être consciente du risque, mais elle doit avoir l'intention de poser le geste qu'elle veut faire. La dernière catégorie, c'est la connaissance. Et là, c'est généralement des infractions qui sont calquées ou conçues sur le fait que l'accusé pose un geste avec une certaine information. Et donc, ce n'est pas toutes les infractions qui sont structurées de cette manière-là. Mais un exemple qui est quand même applicable à des entreprises, c'est le recel, par exemple. C'est le fait d'être en possession de biens qui proviennent de la commission d'un acte criminel. Mais dans ce contexte-là, il faut bien savoir que les biens dont il est question sont le fruit de criminalité. Et la jurisprudence nous a enseigné qu'il faut que ça soit une connaissance subjective. Il ne suffit pas de dire on devrait s'en douter qu'une personne raisonnable aurait su. Vraiment, c'est une exigence de connaissance. J'ajouterai un petit commentaire sur la petite cousine de la connaissance parce qu'en fait, elle est très importante, cette notion d'aveuglement volontaire. À moins d'avoir un aveu ou d'avoir une information qui peut contredire l'accusé, et c'est très rare. Beaucoup plus souvent, on va utiliser le recours à l'aveuglement volontaire pour démontrer la connaissance. Donc, je m'en doute que mes employés, parce que je leur avais dit que si on n'avait pas ce contrat-là, ils allaient perdre leur job, je m'en doute que peut-être ils ont joué dans la préparation de l'offre qu'ils ont soumise pour le contrat municipal.
mais je leur pose pas de questions, je valide pas, je lis pas le contrat, je veux pas savoir. Et je m'empêche que les gens me parlent de ce contrat-là. On pourrait commencer à dire que dans ce contexte-là, on fait preuve d'aveuglement volontaire parce qu'en fait, on se doute que la chose est là, mais on s'empêche d'avoir la confirmation. Donc, c'est une mesure qui permet à la couronne de prouver, alors que l'accusé va arriver, typiquement, va dire « je n'avais pas connaissance ». Établir le mens rea d'une entreprise, bien sûr, ça va dépendre si c'est une faute de négligence ou une faute intentionnelle. Bien sûr, des fautes subjectives posent certains problèmes analytiques, là, parce que comment est-ce qu'on prouve une faute subjective d'une collectivité? Parce qu'une organisation est en principe un regroupement de plusieurs personnes. Ici, malheureusement, le Canada demeure un peu dans le modèle le plus simple qui dit on va se fier sur des personnes physiques et en particulier, on va se fier sur ce qu'on appelle des cadres supérieurs. Donc ça, c'est des personnes qui occupent des fonctions d'une certaine importance. On va dire que ça prend une personne et en fait, on n'envisage pas qu'une pluralité de personnes peuvent contribuer à une faute subjective. Il faut vraiment trouver la personne et c'est un peu une faille du régime. Il y a 3 moyens. Soit le cadre lui-même commet l'infraction. OK. Très simple. Dans ce cas-là, c'est le cadre qui commet la fraude, c'est le cadre qui pose l'acte de corruption ou peu importe. Mais généralement, c'est pas comme ça que ça se produit. En fait, c'est le deuxième scénario qui est le plus commun. Il y a des agents qui vont poser les gestes, donc c'est les préposés, les employés, on leur donne des directives. Peut-être qu'ils sont au courant, peut-être qu'ils sont pas au courant de la finalité recherchée. Et ensuite, c'est le cadre qui, en fait, a l'intention. Donc, il dit aux employés, soumettez telle facture au ministère du Revenu, oui, je signe et tout ça. Et peut-être les employés savent pas que c'est des fausses factures. Le troisième scénario n'a pas encore été appliqué, la troisième méthode d'imputer la faute, mais essentiellement, ça envisage le scénario où il y a quelqu'un qui n'a pas le niveau d'un cadre supérieur, qui est sur le point ou qui a déjà commis une infraction, et le cadre supérieur ne prend pas les mesures nécessaires pour prévenir ou empêcher la continuation de l'infraction. L'idée, c'est de dire que les cadres ne peuvent pas dire « bon, je m'en lave les mains, c'est à ces employés qui font ça » et de les imposer une obligation d'intervenir s'ils peuvent. Mais toute la question demeure dans « mais intervenir jusqu'à quel point? Quelles seraient les mesures raisonnables? » Dans le contexte d'une faute de négligence, beaucoup va dépendre des faits et ça fait partie de la difficulté. Dans tous les cas où on a réussi à trouver une entreprise coupable jusqu'à date, et il n'y en a pas des tonnes, malheureusement, d'exemples. On a trouvé une personne, on a réussi à établir qu'il était cadre supérieur et qu'il faisait quelque chose dans l'exercice de ses fonctions, et à ce moment-là, la responsabilité de l'entreprise s'ensuit. Du coup, qu'on va cibler une personne, presque toujours, il y a une de 2 choses qui arrivent. Soit on va dire, là, on a trouvé un bouc émissaire, c'est quelqu'un qui va prendre le fort, et généralement, la réaction, ça veut dire, c'est très injuste. Alors, le réflexe de dire, c'est pas juste des personnes qui ont fait des erreurs de jugement, c'est en fait comment on a géré l'ensemble de l'entreprise qui était le problème. C'est on voit. L'autre situation qui peut avoir lieu, c'est qu'on peut avoir peut-être un cadre qui avait un rôle suffisamment important en soi, qu'on pourra dire, il mérite d'être poursuivi, et si on l'utilise pour imputer une faute à l'entreprise, c'est peut-être pas nécessairement injuste. Mais du coup, que cette personne-là arrive devant la cour, elle va généralement bénéficier de tous les avantages qui sont associés avec des personnes qui occupent des postes de gestion. Alors, soit ils sont acquittés, parce qu'ils sont capables de bien s'exprimer, ils sont très crédibles et tout ça, ou encore, ils sont condamnés, mais ensuite, ils reçoivent des peines extrêmement légères parce qu'on dit non, il n'y a aucun facteur d'aggravation. Alors, d'accrocher ses espoirs sur identifier la personne, généralement, ne produit pas le résultat qu'on souhaite. Parce que même une personne qui n'est pas formée en droit et qui n'est pas intéressée par les détails comprend de manière instinctive que ce n'est pas du tout une personne qui est la raison du problème et que si on applique une responsabilité, on voudrait bien que ça identifie la faute en question, la bonne faute, et qu'ensuite, on va orienter la peine et la réaction vers la remédiation de ce problème-là.
c'est ça. C'est une des difficultés les plus importantes, et je pense que c'est très important. Je sais que je suis spécialiste du droit pénal des entreprises, ça m'intéresse beaucoup, mais ça a un rôle très, très restreint à jouer. Et entre autres, un des rôles, c'est en fait le fait qu'il existe, et pas particulièrement qu'il soit appliqué dans tous les cas. Mais il faut qu'il y ait une menace crédible. Il faut quand même que l'État déclare qu'il y a des lignes à ne pas franchir. Et si vous franchissez ces lignes-là, sachez qu'on est capable et on peut aller vous chercher. Mais on a des difficultés au niveau de la preuve et de la mise en application qui ne sont pas négligeables.